La population italienne a eu après leur premier confinement un scepticisme grandissant envers l'Union européenne. Ceci est visible par le brûlage de drapeaux filmés, le consensus européen est de plus en plus brisé. Mais d'où vient l'Union européenne? Nous verrons la création de l'Union européenne depuis l'idée d'Europe de l'époque médiévale jusqu'à la construction du XXe siècle. L'idée d'Europe vient de l'époque médiévale, mais s'est installée dans les idées politiques à l'époque moderne. Ils ont une volonté de paix, mais d'autres volontés comme celle de bouter les musulmans d'Europe. Mais cette notion d'Europe vient de plus loin, de l'époque grecque avec le mythe de la déesse Europe, et de l'époque romaine avec la conquête d'une partie du continent européen. Avec la chrétienté médiévale, l'Europe a une dimension religieuse, mais son histoire vient aussi de l'époque moderne, avec l'équilibre européen et les Lumières. Le deuxième temps a lieu dans l'entre-deux-guerres, où l'idée européenne devient plus vivace qu'avant. La Première Guerre mondiale est un suicide de l'Europe, et provoque l'affaiblissement de l'Europe. Ils ont à l'ouest comme voisins les États-Unis, en Europe l'URSS et à l'est le Japon. Pour les Européens, la Fédération européenne serait un renforcement des États européens. Mais des questions se posent pour savoir comment y arriver, et des options se confrontent. Les européanistes se posent la question de savoir si on peut faire une fédération européenne en dehors de la SDN. Mais cela ne s'est jamais fait. La volonté de construire l'Europe de l'entre-deux-guerres a été oubliée. Elle peut apparaître à l'époque nazie, mais elle est faite plutôt comme une vaste zone de libre-échange au profit de l'Allemagne. Mais non, elle n'apparaît pas, ce sont les années noires d'une domination allemande. La construction européenne se situe dans l'après-guerre avec une double nécessité. Premièrement, la reconstruction, et deuxièmement, la construction d'un bloc éventuellement contre l'URSS. Les hommes politiques n'ont pas eu de volonté de faire une Union européenne auparavant, malgré le vœu des européistes. Le rejet de la CED, Communauté européenne de défense, par l'Assemblée nationale en 1954, montre qu'en France, la souveraineté nationale est plus forte que la volonté d'union. L'idée de construction européenne a été orchestrée par les États-Unis. Deux mouvements sont concomitants jusqu'à présent, c'est l'élargissement et la consolidation de la construction européenne. La CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, a été la première construction supranationale et a été indépendante des nations européennes. La création de la CECA, signée en 1951, a deux raisons. Premièrement, la reconstruction et la réparation des pays membres. La deuxième raison est que l'Allemagne puisse réintégrer la Cour des Nations, car elle est toujours occupée. La défense des pays européens, soutenue par les États-Unis, s'est faite en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu le traité de Dunkerque en 1947, entre la France et le Royaume-Uni, qui était une alliance défensive contre l'Allemagne. Puis, le traité de Bruxelles, en 1948, où les Européens ont signé une alliance défensive d'abord contre l'Allemagne, ensuite contre la menace soviétique. Après moult altermoiements, les États européens, avec les États-Unis et le Canada, ont signé l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1948. Enfin, en 1952, il y a eu la CED, Communauté européenne de défense, mais elle a été placée sous le cadre militaire de l'OTAN, dont le commandant en chef était nommé par le président des États-Unis. La construction de la CECA est une approche plutôt sectorielle par branche d'activité, et ce n'est pas, au départ, une tentative d'intégration économique globale. La construction européenne a débuté avec la CECA, mais elle a eu très rapidement un coup d'arrêt avec l'échec de la CED, qui était une construction véritablement supranationale et qui a surtout bloqué en France. Pour la population française et pour nos hommes politiques, donner notre armée à une instance supranationale était inacceptable. Cependant, la construction de la CED ne provient pas d'une volonté de faire une construction européenne comme la CECA. Il y a des volontés divergentes, mais les compromis sont possibles. Cela entraîne donc des tractations politiques entre les différents pays. Concernant la CED, la France veut éviter la perspective d'un réarmement allemand, soutenu par le projet, tandis que l'Allemagne veut s'arrimer au groupe occidental. L'accord de la CED fait l'objet d'une polémique en France, qui dit non à ce projet qu'elle avait pourtant initié, car elle l'exposerait à une trop grande soumission au supranational. Et, 7 ans après la fin de la guerre, la rancœur envers le voisin germanique est loin d'être dissipée. L'échec de la CED a entraîné un blocage institutionnel, mais les autorités françaises et allemandes vont arriver à un accord. Le couple franco-allemand n'allait pas de soi.
ni non plus la séparation avec le Royaume-Uni, avec lequel la France avait plus d'accointances naturelles. L'accord franco-allemand vient de la volonté du chancelier allemand, Adenauer, qui pose des garanties devant les autres pays. La France et le Benelux ont peur du militarisme allemand, donc Adenauer fait tout pour dissiper cette peur et se montrer conciliant. Le Benelux est très important comme moteur pour la construction européenne et se montre très porté dessus, justement pour la prospérité économique et pour la défense. Après l'échec de la CED, la construction européenne est rapidement relancée puisque l'année suivante, en 1955, il y a la conférence de Messine. Les ministres des Affaires étrangères réunis s'entendent sur deux plans: poursuivre l'intégration sectorielle étendue à divers secteurs, transport, énergie, et lancer une construction générale qui est la constitution d'un marché commun. Ce sera la CEE, Communauté économique européenne. En 1958, revient au pouvoir le général de Gaulle, qui fait peur aux autres pays européens avec sa remise en cause du modèle fonctionnaliste de la construction européenne et avec sa conception d'une Europe des nations qui conserverait leur souveraineté. Il décide d'honorer les traités signés, mais de transformer les institutions dans un sens moins communautaire. Pour la France, l'Europe est un territoire où la France peut gagner une influence pour pouvoir garder un statut international. Le général de Gaulle ne déroge pas à la règle, mais ce faisant, il fait peur aux États du Benelux qui craignent une domination franco-allemande. De plus, la conception de l'Europe des nations de Gaulle met un frein relatif à toute intégration. Un frein très relatif car il est pour la permanence de la politique agricole commune, la PAC, et son approfondissement, mais toute autre intégration est à bloquer. Le blocage de la CEE passe par la politique de la chaise vide, bloquant toute décision car De Gaulle refuse que les prérogatives de l'État-nation soient transférées et imposées. Cette opposition violente et remarquée a forcé la Commission à plus de conciliation avec la position gaullienne sur la construction européenne. Il ne veut ni intégration ni élargissement, surtout au Royaume-Uni. Il prône une Europe réduite à 6, France, Allemagne, Italie, Benelux, et indépendante des blocs. Le Royaume-Uni a demandé par deux fois, en 1963 et 1967, sous De Gaulle de faire partie de la CEE pour paradoxalement pouvoir peser sur sa construction. L'Europe se faisant avec une volonté supranationale, le Royaume-Uni est contre, puisqu'il prône une indépendance des États, mais il fait peser sur ses exportations un prix. Donc, après avoir créé l'AELE, Association européenne de libre-échange, le Royaume-Uni ainsi que les autres pays ont décidé de demander l'adhésion à la CEE. Il y a donc un blocage, qui vient de Gaulle. Il utilise tous les moyens pour justifier le refus du Royaume-Uni, en partie parce qu'il y voit le cheval de Troie des États-Unis. Il y a alors un conflit au sein de la CEE avec la politique de la chaise vide entre juin 1965 et janvier 1966, lors des réunions européennes, car De Gaulle souhaite une domination franco-allemande en Europe et sans la protection des États-Unis. Or, les autres pays la veulent, et ils souhaitent une plus grande intégration des pays européens. Après le départ de Gaulle, la construction européenne est relancée, venant cette fois-ci des Français, mais avec un chancelier allemand moins partant pour l'affaire. De 1969 à 1974, Georges Pompidou et Willy Brandt constituent un autre couple franco-allemand. Ce binôme est nettement moins proche que celui que formaient Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. La politique sectorielle est poursuivie avec la CEEA, Communauté européenne de l'énergie atomique ou Euratom, préparée par la conférence de Messine en 1955 et fondée par le traité de Rome en 1957, mais elle a abouti à un échec. L'Euratom est fondé avec une volonté d'indépendance pour l'énergie nucléaire, mais entre des États qui ont chacun un agenda politique. La volonté de faire une Europe de l'énergie vient de la volonté de la France de mutualiser la contrainte financière de la recherche nucléaire. Elle a coûté trop cher à la France, mais elle a connu des réticences pour pouvoir faire une politique militaire de puissance avec l'arme atomique. Mais les problèmes viennent des pays qui avaient une politique énergique différente. Donc cette politique énergétique a été un échec, mais il y a une politique différente après cet échec, qui est la fusion des différentes communautés.
La fusion des différentes communautés européennes vient de la volonté de faire une politique globale communautaire. La fusion des exécutifs communautaires a été faite en 1965 au traité de Bruxelles, sans pouvoir aller vers une politique vraiment globale. En 1969, le président Pompidou accepte l'entrée de l'Angleterre dans la communauté, ceci pour pouvoir saper l'approfondissement communautaire vers la supranationalité. Déjà, avant Pompidou, la France avait un problème de puissance de la monnaie qui a nécessité une dévaluation du franc en 1969 sous Pompidou. Pour ne pas poser de problème, une réévaluation du Deutschmark a été rendue nécessaire juste après cette dévaluation. Cela est fait aussi pour pouvoir permettre un rapprochement économique et une monnaie unique. À ce moment, il y a des conflits politiques entre les pays qui sont pour la monnaie unique à terme et ceux qui sont pour la coopération monétaire. Les pays de la CEE ont alors conçu un projet de fonds monétaire européen. Cependant, l'Allemagne a une clause de prudence lui permettant de sortir de ce fonds si le soutien devient trop dur pour lui. De plus, il y a un conflit entre monnaie fixe soutenue par la France et monnaie flottante soutenue par l'Allemagne, ce qui entraîne une crise interne à l'Allemagne avec la démission du ministre des Finances. Cela permet de mettre en place une zone de relative stabilité malgré les crises où la livre britannique, la livre irlandaise et la lire italienne sortent du serpent monétaire européen créé en 1972. Les trois pays, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, sont intégrés en 1973, portant le nombre d'États membres à 9, avec au début des aménagements, assouplis ensuite pour les mettre au même niveau que les autres pays. Des pays, comme la Norvège, restent en dehors de la CEE par voie référendaire, mais signent des accords pour avoir une situation plus favorable. L'élargissement est approuvé de manière différente selon les pays, par la Chambre pour le Royaume-Uni ou par référendum au Danemark. L'équilibre à 9 change pour les puissants, France, Allemagne ou Italie. Le Royaume-Uni prend la seconde place par sa population. Le changement de tête au Royaume-Uni, en Allemagne et en France provoque une nouvelle dynamique du couple franco-allemand dès 1974, avec Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. La communauté doit faire face à des problèmes monétaires en 1976, après l'échec du serpent monétaire européen. Une réforme du système monétaire international est adoptée aux accords de la Jamaïque. La communauté doit aussi bien faire face à la crise des euromissiles qu'aux problèmes des institutions. Le nombre de personnes dans la communauté nécessite une réforme pour le fonctionnement ainsi que pour la représentation de la communauté. Être sous un directoire de grands pays pouvait faire peur aux petits ou moyens pays de la CEE. Différentes questions se sont posées. En décembre 1974, lors du sommet de Paris, des réformes sur le fonctionnement de la communauté sont adoptées. Le Conseil de l'Europe est réformé avec une plus grande importance pour pouvoir décider des grandes orientations. Le président Valéry Giscard d'Estaing propose l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Par ce biais, le Parlement européen accroît son influence sur les affaires européennes et pour la première fois, en 1979, les députés sont élus au suffrage universel direct. Le président Giscard montre le problème du nombre d'élus du Parlement par rapport aux populations, ce qui a été réglé après de longs débats. Cela peut être vu comme un pas vers la fédération, mais cela pose aussi des problèmes par rapport à la question fédérale. Avec cela se pose la question de la scène internationale. Il y a deux choses. Premièrement, une demande par Henry Kissinger, mal comprise en 1973, de prendre une partie du poids de la défense de l'Europe. Cette question fait craindre une vassalisation de l'Europe avec l'ingérence intérieure des États-Unis auquel les pays européens s'opposent. Deuxièmement, il y a le sommet d'Helsinki entre 1973 et 1975, où se tient la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, CSCE. L'idée de conférence sur la sécurité en Europe est ancienne. Elle est poussée par la diplomatie soviétique dans les années 1950, mais la CSCE est mise sur les rails après la signature de l'accord sur l'Ostpolitik allemande, traité de Moscou et de Varsovie en 1972. Mais il y a plusieurs sujets d'exigence des 9 pays de la CEE. Les accords d'Helsinki ont plusieurs objets, intégrité territoriale, indépendance, droits de l'homme, etc.
À côté de cela, il y a aussi la question de la note que doit payer la Grande-Bretagne et qui pose problème à son gouvernement, quel que soit son bord politique. Un rabais appelé le chèque britannique a été décidé en 1984 à la demande du Premier ministre Thatcher, auteur de la phrase célèbre I want my money back. Je veux qu'on me rende mon argent. Avec cela, il y a les accords de Lomé, ce sont des accords globaux entre la CEE et les pays africains, pour permettre leur développement. 5 accords de Lomé sont passés entre 1975 et 1995 sur les produits manufacturés et les matières premières, avec des baisses de douane évoluant dans le temps. En 1979, la CEE élit ses premiers eurodéputés au suffrage universel direct à la proportionnelle. Un 10e État adhère à la CEE en 1981. La Grèce, qui voulait y entrer depuis longtemps, mais elle a connu des anicroches, dont un petit coup d'État. Les années 80 sont moroses pour la CEE, qui connaît une stagnation à cause de la relâche de la guerre froide, ce qui pose quelques questions. Dans le même temps, la CEE s'accroît à 12 membres en 1986 avec l'entrée du Portugal et de l'Espagne. Cet élargissement est fait en permettant un temps d'adaptation aux États et avec des accords pour la circulation des produits et pour l'entrée des membres dans les institutions. Au même instant, il y a une volonté de rénovation des institutions pour donner un second souffle à la CEE et pour sortir des crises comme la PAC et la non-contribution britannique, avec un plus grand droit d'initiative pour le Parlement et un plus grand transfert de compétences pour la CEE. Dans ces années, la CEE fait de nombreux accords avec les pays tiers comme le Liban et le projet Delors a la volonté de mettre en place une monnaie unique, ce qui provoque des réserves, comme celle de l'Allemagne qui veut une monnaie forte. À partir de 1984, il y a une relance à nouveau du couple franco-allemand, avec cette fois le binôme François Mitterrand et Helmut Kohl, qui met l'accent sur l'approfondissement de l'intégration de l'Union. Ils mettent en œuvre l'Europe politique avec l'Acte unique européen en 1986 et le traité de Maastricht en 1992 qui valide le projet de monnaie unique européenne et le passage de la CE à l'Union européenne dans le contexte de l'effondrement des pays de l'Est. Une majorité des Européens sont indifférents à l'approfondissement, mais c'est le contraire pour les questions d'ouverture. Le traité de Maastricht met en place le marché unique avec la ratification de tous les États participants, mais avec quelques problèmes pour certains États, comme la France. Le marché unique entraîne des anicroches dues aux problèmes des fonds et de l'équilibre budgétaire, demandant sans cesse des sacrifices pour les pays du Sud, Grèce, Italie, Espagne, Portugal. Depuis le début des années 90, la situation est marquée par un certain euroscepticisme avec le traité de Maastricht voté par référendum à l'arraché en France. L'euroscepticisme vient de la situation économique et sociale de l'Europe et des difficultés engendrées par l'environnement international. Ce climat ne s'est pas apaisé depuis 2000, avec le traité de Nice en 2001 et la France qui a rejeté par référendum le projet de constitution européenne en 2005, ni ensuite avec le vote toujours plus important des eurosceptiques. En conclusion, l'Union européenne est le produit de marchandage politique. Le duo franco-allemand a été formé dans le temps et ne s'est pas formé d'emblée. Mais depuis les années 90, la construction ne fait plus consensus dans la population. Cela est visible des échecs comme le traité de Nice en 2005 ou les résultats des élections européennes. Si tu veux en connaître plus, abonne-toi et mets la cloche. Et si tu aimes, mets un pouce. Si tu as des questions sur la vidéo ou l'histoire ou la politique, je t'invite à en mettre dans les commentaires.